que les primaires sont le moyen le plus pertinent pour avoir un bon président de la République? Pas sûr. Pas sûr. Pas sûr du tout. Voilà, Nicolas Sarkozy, tel qu'en lui-même, ce soir à Troyes pour un deuxième meeting dans le cadre de sa campagne pour la présidence de l'UMP. Pas tout à fait un meeting, en fait, plutôt une série de questions-réponses avec l'assistance. Alors, on va ajouter par rapport à ce qu'on vient d'entendre sur les primaires qu'il n'a pas pour autant remis en cause le principe de la primaire de 2016 pour désigner le candidat de la droite républicaine à la présidentielle de 2017. On parle également ce soir, on ne va pas se mentir, de Pierre Moscovici qui a été chahuté lors de son grand oral devant le Parlement européen de Bruxelles pour son poste de commissaire européen en charge de l'économie. On entendra l'attaque d'Alain Lamassoure, député UMP, député européen, qui considère que personne de bonne foi ne peut comprendre que le portefeuille auquel prétend Pierre Moscovici lui soit attribué, alors qu'il a échoué, selon Alain Lamassoure, à la tête du ministère de l'économie et des finances. Et justement, l'économie et des finances, on va en parler également avec le projet de budget pour 2015 et les mauvais résultats de la France. Vous le savez, une dette qui explose à plus de 2000 milliards d'euros, 95% du PIB, un déficit prévu à 4,4% du PIB en 2014 et les prévisions pour 2015 ne sont guère meilleures. Enfin si, il y a une prévision meilleure, c'est la prévision de croissance du gouvernement, 1%. En fait, personne n'y croit. Alors on va en parler tout de suite avec nos invités qui sont sur notre plateau. Et si vous voulez participer à cette émission, vous pouvez le faire avec le hashtag ONVPSM sur Twitter. Marie-Pierre de La Gontrie est avec nous. Bonsoir, merci d'être là. Je rappelle que vous êtes secrétaire nationale du PS aux libertés publiques et à la justice. Géraldine Poirot-Gauvin, bonsoir. On est ravis de vous accueillir. Conseillère UMP Île-de-France, présidente de Femmes 21. Je dis qu'on est ravis de vous accueillir, pas parce qu'on vous préfère aux autres invités, mais parce que c'est la première fois depuis que j'anime, on va pas se mentir, que vous êtes là. Sophie de Menton, pareil. Bonsoir et merci d'être là. Présidente d'éthique. Et puis Claude Posternac. Vous êtes habitué maintenant, hein, fondateur du site l'important.fr. D'ailleurs, je vais commencer avec vous, Claude, puisque vous décryptez un peu le mode de communication de nos leaders politiques. Que pensez-vous de l'exercice auquel s'est livré Nicolas Sarkozy ce soir et de l'extrait qu'on a montré à l'instant? Ouais, c'est du cousu humain pour lui. Hein. C'est-à-dire que c'est un homme qui aime jouer, jouer avec les Français, jouer avec son parti, jouer avec les chiffres, jouer avec beaucoup de choses. Donc il est entré dans un jeu très facile avec les militants de l'UMP. Donc on est dans un très classique. Le sujet qui se pose par rapport à Nicolas Sarkozy, c'est qu'il reprend une rengaine qu'on connaît déjà et que la rupture sur la rupture ne fonctionne pas en tous les cas aujourd'hui. Il suffit de voir ce qui s'est passé au Sénat. 2 défaites, puisque son candidat n'a pas été à la présidence du Sénat. 2e défaite, le président du groupe UMP au Sénat n'est pas son candidat. Donc aujourd'hui, il sait que pour revenir et pour rebondir, il a absolument besoin de s'appuyer sur l'UMP, où ses forces se vivent. Donc il va sur un terrain qui est un terrain conquis. Géraldine Poirot-Gauvin, justement par rapport aux remarques de Claude Posternac à l'instant, est-ce qu'il n'y a pas comme une césure entre, on va dire, l'état-major de l'UMP, les leaders de ce parti politique et la base militante qui manifestement plébiscite la candidature de Nicolas Sarkozy? Je pense que la césure, elle se fait plus au niveau des candidats eux-mêmes. Parce que là, ce soir, j'ai l'impression que Nicolas Sarkozy se présente en tant que candidat à la présidentielle et à la primaire de 2016. Alors qu'aujourd'hui, le débat, c'est la présidence de l'UMP. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a un certain hiatus. C'est-à-dire que nous, militants de l'UMP, nous attendons des réponses aussi sur le fonctionnement interne de notre parti, surtout avec les débâcle, avec les affaires, avec beaucoup de questionnements aussi sur le vote électronique, comment les choses vont se passer à l'UMP. Il y a quand même eu par le passé des fraudes qui ont été avérées, où en tout cas il y a des mises en examen dans certains votes internes de l'UMP. Moi, en tant que militante, j'ai pas vraiment confiance dans ce mode de scrutin. Donc voilà, on se pose des questions sur l'organisation de cette élection qui a lieu dans 2 mois et on a le sentiment que les candidats s'intéressent davantage à la présidentielle de 2017. Oui, en même temps, est-ce que ce n'est pas un petit peu logique, un petit peu normal? On n'imagine pas que Nicolas Sarkozy, même s'il ne s'est toujours pas déclaré candidat à la primaire de 2016, on n'imagine pas
qu'il se contente, entre guillemets, de diriger l'UMP. Il faut un pas après l'autre. Et pour l'instant, le premier pas, c'est de remettre de l'ordre dans la famille politique. Alors, il a certainement énormément de qualités. Moi, je n'ai pas encore pris position officiellement pour tel ou tel candidat parce que justement, j'ai une attente forte, notamment en matière de parité. Parce que c'est un vrai problème dans mon parti politique. La parité n'a pas été respectée. D'ailleurs, je suis... Y compris au sénatorial. Y compris au sénatorial. Il faut quand même savoir que l'UMP a 76 millions d'euros de dettes et qu'elle s'est privée de 40 millions d'euros de dettes parce qu'elle n'a pas respecté la parité entre 2007 et 2017. 4 millions. Non, 4 millions par an. Par an. Ce qui fait, sur 10 ans, 40 millions. Et là, les gens ne réalisent pas 4 millions par an. Donc, je pense qu'il y a un vrai problème. Et je n'ai encore entendu personne parler, parmi les candidats, de ce problème de la parité, qui n'est pas un problème, qui est une revendication d'un certain nombre d'élus et de militants. Personnellement, je leur pose systématiquement la question. En général, ils bottent en touche. Voilà. Avant de vous entendre, Sophie de Menton et Marie-Pierre de la Gontrie, justement, vous parliez à l'instant de remettre un peu d'ordre dans la famille politique. J'aimerais qu'on écoute un autre extrait de Nicolas Sarkozy ce soir à Troyes, qui rencontrait les militants et qui parle justement assez longuement de ce qu'il appelle sa famille politique. Il redit qu'il est candidat à la présidence de sa famille politique et non uniquement à l'UMP. Écoutez ce qu'il en disait et on fait réagir nos invités ensuite. Dans une famille, on peut avoir des idées différentes. On peut s'aimer plus ou moins, mais qu'on reste membre de la famille et que son devoir, c'est de construire ensemble et non pas de se battre les uns contre les autres. Il n'y aura pas de succès individuel sur la faillite générale et que pour qu'il y ait le succès d'un en 2000 ou d'une en 2017, il faut d'abord qu'il y ait la reconstruction collective et le succès collectif d'une famille politique dont le devoir est de créer les conditions d'une alternance pour proposer aux Français un choix entre l'humiliation que connaît la France aujourd'hui et l'impasse que serait la victoire du Front National demain. C'est notre responsabilité et ça compte davantage que de savoir si on s'aime ou si on s'aime un peu moins. Et voilà, finalement, Sophie de Menton, l'essentiel est ailleurs. L'essentiel est totalement ailleurs. Et alors, moi, j'adore ça parce que je suis au cinéma. Donc, entendre Sarkozy, c'est extraordinaire. C'est un spectacle. On a l'impression que c'est ennuyé quand même depuis pas mal de temps. Mais je suis atterrée parce que ces 2 ans, est-ce qu'on va avoir ce spectacle d'antagonisme, de recomposition de parti pendant 2 ans et demi? On est en train de couler. Et si vous voulez, que font les chefs d'entreprise? D'ailleurs, je préside un mouvement de chefs d'entreprise. On est en train d'essayer d'aider le gouvernement. Excusez-moi. Et moi, c'est pas mon camp, le gouvernement. J'ai pas vraiment de camp. Mon camp, c'est l'entreprise. Et donc, on est en train de voir comment Macron va y arriver, comment le Premier ministre va essayer de créer les conditions pour une reprise. On est vraiment focalisé sur nos entreprises et ce qui va se passer. Et qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que ça va durer 2 ans et demi entre la recomposition d'un parti, celui qui va peut-être éventuellement gagner la primaire? C'est incompréhensible. Franchement, j'ai peur que les Français soient un peu comme moi. Mais Marie-Pierre de la Gontrie, il y a quand même une question de survie de la démocratie là, qui est en jeu. La majorité présidentielle, la gauche au pouvoir aujourd'hui, a besoin d'un grand parti d'opposition, un grand parti démocratique d'opposition face à elle. De toute façon, on a été nombreux à regretter l'affaissement, et je suis en dessous de la réalité de l'UMP à cause de divers paramètres, les affaires certes, mais bon. Donc vous avez tout à fait raison. Moi je suis résolument de gauche et je pense que je serai toute ma vie de gauche parce que ça fait quand même maintenant un moment que ça dure. Mais je ne me satisfais pas. C'est la première fois depuis que je suis engagée en politique que je ressens ça. Je ne me satisfais pas d'avoir un parti d'opposition faible. D'autant que, on le sait bien, finalement, on a vu pendant des mois, celle qui occupait du coup cet espace de contestation à la politique du gouvernement, je veux dire ce qui est légitime, les gens ont le droit, etc., qui était Marine Le Pen, qui le faisait d'ailleurs avec un certain talent. Moi, c'est très paradoxal que je dise ça, mais je souhaite qu'il y ait une droite qui puisse se constituer avec un débat de fond, etc. Ce qui me soucie un tout petit peu, excusez-moi, mais quand je regarde les images de Nicolas Sarkozy, ça va être très long, c'est vrai, c'est-à-dire 32 mois. Ce qui me frappe, puisqu'il s'est exprimé dans la presse, c'est que je constate
qu'il privilégie le changement de forme et pas le changement de fond. Moi, j'étais frappée de voir, alors que depuis 2 ans, on nous disait qu'il s'était ennuyé, qu'il avait réfléchi, etc., etc. On le croyait ou on ne le croyait pas, c'est pas le problème. Je n'ai pas vu de proposition nouvelle. En revanche, je vois une forme différente qui me gêne un peu. On voit qu'il essaye de réinventer quelque chose. Et après tout, la forme des meetings traditionnels n'est pas forcément passionnante. Mais ce qui me gêne un peu, c'est le côté one-man show. Je veux dire que l'étape d'après, c'est qu'il va faire payer l'entrée. Donc, c'est ce que faisait Ségolène Royal. C'est ce que faisait Ségolène Royal en 2007. C'est gênant. Donc voilà. Ça vous gênait moins avec Ségolène Royal? Voilà. Non. Parce que là, on voit qu'on est vraiment dans ce format. On n'est pas dans la rencontre, on est dans la campagne. D'ailleurs, ça passe à la télé en permanence, etc. Et le seul inconvénient, si j'avais un conseil à lui donner, je ne suis pas communicante et je ne suis pas une de ses amies, mais je ne suis pas sûre que l'exercice le serve à l'excès, parce qu'il veut donner l'impression qu'il a changé. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment possible. Et là, forcément, dans ce genre d'exercice, on est forcément à un moment soi-même. Et ça peut, à un moment, lui poser problème. Non, l'exercice est extrêmement daté. Il y a 2 sujets. Le premier exercice, qui est un exercice où on est habitué, c'est-à-dire j'ai l'impression d'être à l'ère du magnétoscope, c'est-à-dire qu'on repasse une vieille cassette. Non, c'est une réalité. Il n'y a pas 5000 façons de parler aux gens non plus. Oui, mais même dans les intonations, dans cette façon de montrer le doigt, etc., on est dans du Sarkozy. Et là, tout à fait. Donc la grosse question débile qui a hanté les médias pendant une semaine, c'était a-t-il changé? Oublions ça. Ça fait parler beaucoup. Le vrai sujet aujourd'hui, il est double. Il est à la fois au niveau de l'UMP et du Parti socialiste. Les 2 partis aujourd'hui sont extrêmement déliquescents, ce qui est ennuyeux, mais c'est une réalité. C'est-à-dire à la fois la droite républicaine et la gauche républicaine souffrent. Et malheureusement, lorsque Marine Le Pen dit UMPS, les gens dans l'opinion française le ressentent fortement. Est-ce qu'il ne faut pas une UMPS? Alors non, je je sais pas moi. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir justement les extrêmes qui sont couper les extrêmes et avoir une France qui a envie d'être un peu en cohésion? C'est-à-dire de l'Union nationale. L'Union nationale dans des cas particuliers. Envie, moi. Mais dans des cas particuliers, pourquoi pas? Mais là, moi, je crois que l'UMP ne doit pas rater son rendez-vous, ce rendez-vous démocratique. Et elle doit être absolument exemplaire sur l'organisation de la désignation de son président. Nous avons par le passé connu la guerre Copé-Fillon qui a été catastrophique, même traumatisante pour les militants, pour les élus. Donc les gens ont vraiment envie d'une UMP en ordre de marche avec un processus démocratique qui soit irréprochable. Et puis on veut aussi des candidats et des élus maintenant pour l'avenir, pour la reconquête, qui ressemblent à la France. C'est-à-dire des femmes, mais aussi dans les territoires qu'on représente les Français. Et cette classe politique dont vous parliez tout à l'heure, qui semble un peu coupée des réalités, il faut qu'elle renoue avec la base. Alors d'un mot chacun sur les propos, la fin du propos de Nicolas Sarkozy tout à l'heure, quand il dit on a le choix entre l'humiliation qui est faite à la France aujourd'hui, donc il parle du pouvoir de François Hollande, et Marine Le Pen. Finalement, il reprend, alors évidemment pas pour le début de sa phrase, mais pour ce qui concerne Marine Le Pen, il dit ce qu'a dit Manuel Valls il y a 3 semaines, c'est que Marine Le Pen est aux portes du pouvoir. C'est aussi votre avis, Marie-Pierre de la Gontrie? Je pense qu'en tout cas, si la droite, que l'on qualifie toujours de droite républicaine, donc sur laquelle se porte Nicolas Sarkozy, et si la gauche, si nous n'arrivons pas, ces 2 camps-là, dont je suis désolée, je ne pense pas qu'ils puissent se mélanger à l'excès, sauf sur certains sujets, ne sont pas suffisamment robustes. Marine Le Pen est quelqu'un qui a beaucoup progressé, elle a une stratégie de parti qui fonctionne bien. Et je ne sais pas si elle est aux portes du pouvoir, mais en tout cas, on ferait bien de prendre ça au sérieux. Ce sont les principaux responsables qui crient au loup. C'est-à-dire aujourd'hui, si Marine Le Pen est là, c'est parce qu'il y a une catastrophe qui s'appelait l'UMP pendant 5 ans au pouvoir et qu'aujourd'hui, le Parti socialiste ne fait... Non, mais c'est une réalité, ne fait guère mieux. Et lorsqu'on voit... C'est juste parce que les gens sont malheureux. Lorsqu'on voit l'insincérité aujourd'hui des leaders politiques, et en particulier, je pense à Nicolas Sarkozy, parce que Nicolas Sarkozy, ce qu'il est en train de faire, ça se voit, il est en train de conquérir l'UMP parce qu'il sait que le seul appui qu'il a véritablement dans l'opinion, ce sont les sympathisants de l'UMP. On sait que 65% des Français ne souhaitent pas son retour. Donc il va s'appuyer dessus. Et puis une fois qu'il sera là, parce que je l'ai écouté ce soir, en clair, il dit est-ce qu'on aura vraiment besoin d'une primaire? C'est-à-dire qu'il est en train... Il a dit ce soir. Il l'a dit ce soir. Il ne peut pas démentir. Il dit, alors dans ce qu'on a vu, effectivement, il dit est-ce qu'on a vraiment besoin d'une primaire? Je n'en suis pas sûre. Mais un peu plus tard,
il ne remet pas en cause le principe d'organisation. D'ailleurs, ouverte. Juste un mot, le vrai sujet, ouverte. vous lisez son interview dans le Figaro, c'est quand même incroyable. Il ne répond à aucune question. Okay. Déjà, à la télévision, il y a eu 45 questions de posées. Vous en connaissez beaucoup d'hommes politiques qui répondent aux questions. Non, mais attendez, des questions, elles sont extrêmement simples. On lui pose la question l'ISF. À l'ISF, on verra si idéologique. Oui, ça, là-dessus, il faut se prononcer oui ou non. De manière tranchée. Ça, 35 heures. On n'arrête pas de dire les 35 heures. Non. Le seul qui se c'est idéologique. Bon. Il y a donc la seule chose sur laquelle il tape, Xavier Bertrand se propose sur tous les sujets. Les fonctionnaires. Et Bruno Le Maire également. Il revient sur un discours qu'il a déjà eu par rapport aux fonctionnaires. Sur le reste, il est dans un flou total. Et on est dans une insincérité. Et en fait, tous ces partis aujourd'hui, bien évidemment, en secouant Marine Le Pen, ne font que la faire monter, pas parce qu'ils secouent Marine Le Pen, parce que leur proposition et leur insincérité est totale. Alors, vouloir une alliance aujourd'hui nationale entre la droite et la gauche, entre une certaine droite et une certaine gauche. Elle est impossible. Elle est peut-être impossible. Elle est peut-être impossible. Juste une chose, c'est que vous parlez d'insincérité. Moi, je parle de mensonge. Je pense que Marine Le Pen, c'est évidemment, elle fait son lit de cette gauche déliquescente et de cette droite qui ne va pas tellement mieux, mais surtout, elle dit les choses où les Français pensent qu'elle parle vrai. Or, il y a aujourd'hui une incapacité des hommes politiques à droite et à gauche d'aborder vraiment les problèmes. Ils n'osent pas. Ils savent les sujets qui passent. Un manque de courage, mais terrible. Attendez. On sait pourquoi. En tout cas, ce manque de courage est insupportable et Marine Le Pen donne l'impression d'être courageuse. Alors, parmi les propositions de Nicolas Sarkozy, il revient sur l'un de ses vieux chevaux de bataille, c'est la question des 35 heures. Il dit, voilà, vous le voyez, les entreprises qui voudraient sortir des 35 heures par une négociation interne devraient pouvoir le faire. Mais en même temps, il prône le retour de la défiscalisation des heures supplémentaires. Là, j'ai du mal à comprendre parce que si on défiscalise des heures supplémentaires, ça veut dire qu'on sanctuarise le temps de travail, donc les 35 heures. Absolument. Et les chefs d'entreprise pensent qu'il ne faut pas revenir. D'abord, revenir en arrière, c'est jamais bon. Il est vrai que cette défiscalisation a été quand même très salutaire et que l'enlever a été catastrophique, honnêtement. Et pas pour les patrons, ça a été pire pour les salariés. Oui. Mais je crois que la réalité, c'est qu'il faut essayer de repenser les choses autrement. Il faut sortir de ce mode de pensée que nous ne quittons pas, ni à droite ni à gauche. Je crois qu'il faut établir aujourd'hui un contrat de travail avec les branches. Le temps de travail, il doit y avoir un temps de travail de référence. Mais on ne peut pas aujourd'hui avoir le même temps de travail quand on est caissière dans un supermarché, lorsqu'on est informaticien, lorsqu'on fait, lorsqu'on est, je sais pas, dans la mode ou dans les médias. Je pense que c'est absurde. Il faut respecter aujourd'hui une évolution incroyable de la société entrepreneuriale. Et donc comment protège-t-on le salarié ? Oui. Alors, je crois qu'à force de vouloir protéger les salariés en France, on leur nuit. C'est ça le problème. On nuit à nos entreprises. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on en a énormément. Oui. J'ai un exemple précis. Par exemple, on a voulu limiter le temps de travail minimum à 24 heures. Une horreur. Alors, ce qui est une catastrophe pour beaucoup, par exemple, de jeunes qui veulent travailler, qui veulent faire des heures pour payer leurs études, quelques heures le week-end. Comme le contrat de travail minimum, c'est 24 heures, eh bien, ça empêche les artisans d'embaucher, les commerçants d'embaucher. Et on a, en limitant, et on a finalement, il faut assouplir, il faut négocier par entreprise, par branche, mais effectivement, on ne peut pas rester sur ce mode de 24 heures, 35 heures. Moi, ce qui me frappe, c'est que c'est des propositions... alors, je ne sais pas, on dit souvent que les gens ont la mémoire courte, mais si Nicolas Sarkozy veut réussir dans son entreprise, je le lui souhaite. Parce que la proposition qu'il fait là sur les 35 heures, il l'a faite en 2007. Donc, il y a un truc, franchement, il y a un truc très, très bizarre quand on lit ça. Et il n'y a pas que sur ce sujet-là. C'est ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que je n'utiliserai pas de termes vulgaires. Mais je pourrais, c'est-à-dire que lorsqu'il tient ces propos-là aujourd'hui, il se moque du monde. Donc, non, mais le contexte a peut-être fait. Mais les parlementaires à l'époque, le groupe UMP à l'époque, je veux dire que ce n'est pas. Comment peut-on, quand on a été président de la République pendant 5 ans, on exerçait un incontestable leadership sur son camp politique et sur les parlementaires, incontestablement, il avait une majorité, etc. Il a dit la même chose à l'époque, ça a plu, certains ont convaincu, sans doute vous, madame, vous avez dit que c'était nécessaire, etc. Très bien. Ça n'empêche qu'il ne l'a pas fait. Et donc,
quelques années après, pensant que tout le monde a oublié, il revient exactement avec les mêmes propositions. C'est la même chose sur la retraite, etc. etc. Non, Moi, j'ai trouvé ça qu'il a assez perdu troublant. En 2012. Oui. C'est parce qu'il a perdu en 2012. Donc, parce il pense qu'il faut recommencer. Non, mais qu'il il a perdu, non, parce qu'il n'a pas été jusqu'au bout d'un certain nombre de réformes. Et aujourd'hui, il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout sur les 35 heures, sur la réduction des fonctionnaires. Est-ce que vous, qui êtes une élue UMP, lorsqu'il dit ça aujourd'hui, vous pensez qu'il est crédible alors même qu'il ne l'a pas fait pendant 5 ans? C'est ça qui m'intrigue. Sur ce point-là, moi, je pense qu'il n'est pas crédible. Non, mais on peut dire quand même, Attendez, on peut donner sa chance. On peut redonner sa chance. On peut redonner sa chance à un candidat qui n'a pas fait ce qu'il veut. Il revient en deuxième semaine. Pendant son mandat. Non, mais je pense que il a conscience qu'il a perdu parce qu'il n'a pas été jusqu'au bout. Sur les fonctionnaires et le non-remplacement. Alors, sur les fonctionnaires, un contrat de 5 ans, CDD pour les fonctionnaires, ça vous semble une idée de nature à apaiser le climat social en France? Alors moi, je considère qu'il faut sortir pour les missions non régaliennes. Pour les missions non régaliennes, il faut sortir du statut de la fonction publique. C'est-à-dire faire des contrats de droit privé. Par exemple, les enseignants, vous êtes en train d'embaucher 60 000 fonctionnaires dans l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'on va impacter les finances publiques sur 40 ans, puis les pensions de retraite sur 60 ans. Donc il faut sortir de ce schéma-là, surtout quand on a une dette donc à la fin de l'emploi à vie pour les fonctionnaires. Mais il y a déjà beaucoup de contrats précarisés. C'est vrai, c'est vrai, mais pour l'instant, ça permettrait de ne pas impacter et de faire des économies évidentes, mais sur les missions non régaliennes, pas la police, pas la justice. Claude Pasternak, de moderniser la France, que de remettre en cause ce statut de l'emploi à vie des fonctionnaires. Oui, arrêtons de protéger les travailleurs, finalement, tout ça. Non, pourquoi vous caricaturez? Préalablement à ça, les Français sont égaux devant le travail. Préalablement à ça, il faut reconnaître quand même que Sarkozy, ses 5 ans au pouvoir, ça a été Monsieur Zigzag. Il est venu sur la rupture. Il y a des gens de bonne foi qui ont voté pour lui sur la rupture. La rupture n'a jamais eu lieu. Il y a des gens de bonne foi qui ont voté pour lui. Tout à fait. Depuis 2 ans, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les émetteurs politiques classiques sont décrédibilisés et deviennent inaudibles. On le sait pour le président de la République, on se l'est déjà dit autour de cette table. Sarkozy va être dans cette même situation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque cet homme a dit « je suis pour la TVA sociale », je ne fais pas la TVA sociale. Je suis pour la suppression. À ceux qui disent on a essayé l'UMP, ça n'a pas marché, on a essayé. Non, je ne dis pas ça. Non, absolument pas, surtout pas, bien évidemment pas. Mais on est dans une situation qui est une situation aussi importante à la limite qu'à la libération, où aujourd'hui il faut que la société civile prenne ses responsabilités, parce que les représentants de la bourgeoisie d'État que nous retrouvons à la fois dans l'UMP et le Parti socialiste sont incapables de réformer la société française. Donc, il faut aller vers une transition politique. Pardonnez-moi, mais justement, vous n'avez pas répondu à cette question. Je pense qu'il faut la réformer. Je pense qu'il faut arrêter de caricaturer en disant « ne protégeons plus les salariés ». Ce n'est pas le sujet. Nous avons fait un sondage chez Opinionway pour voir l'attitude des Français. Ils sont beaucoup plus en avance, les Français, que nos 2 classes politiques réunies. Ça, c'est sûr. Beaucoup plus en avance. Ils sont 63% à dire c'est aberrant que tous les Français n'aient pas le même jour de carence. Ils sont 65% à dire qu'on doit être égal devant la retraite et cotiser de la même façon. On est dans un pays d'égalité, c'est notre devise. Et là, on veut... Je ne comprends pas, pour un parti politique, pour une gauche qui prône l'égalité, comment pouvez-vous perdurer dans ça? Vous savez très bien qu'il faut protéger, certes, les Français, mais pourquoi certains plus que d'autres? Il faut revenir sur la définition des missions régaliennes de l'État. On a besoin de fonctionnaires, on a besoin de recruter des professeurs, recrutons-les sous le statut de droit privé. Quel est le problème? On va pas. Ceux qui ont passé un contrat, ils gardent leur contrat. Mais maintenant, c'est fini pour les nouveaux. Vous croyez sincèrement que le problème de la société française aujourd'hui, c'est la fonction publique? Je crois que c'est la dette. C'est la dette, c'est pas la fonction publique, c'est la dette. Quand vous lisez l'interview du Figaro, c'est extrêmement simple. C'est-à-dire, lorsque l'opinion est pour quelque chose, Sarkozy est pour. Et lorsqu'il y a... François Hollande aussi. Ça ne peut plus fonctionner aussi bien à gauche qu'à droite. Ça ne peut plus fonctionner, on est d'accord. J'aimerais entendre le point de vue de Marie-Pierre de la Gontrie. On ne peut pas tout reprocher à François Hollande. Sarkozy, vous faites que ça depuis 1 heure. On ne peut pas tout reprocher à François Hollande parce que je n'ai pas eu l'impression qu'il n'annonçait que des choses que les gens avaient envie d'entendre. Donc il faut être un petit peu cohérent. Et sur ce que disait Sophie de Menton sur le statut des fonctionnaires.
Sur le statut des fonctionnaires, moi je suis très choquée qu'on évoque ce que vous dites, parce que il y a une mission de service public, l'employeur c'est l'État, on travaille sur l'État ou pour les collectivités territoriales, et c'est vrai que les personnes qui se présentent, qui passent des concours, d'abord il y a énormément de personnes qui ne sont pas titulaires de la fonction publique et qui travaillent quand même dans ces conditions-là, et vous le savez, dans des conditions extrêmement précaires. Donc moi je suis très choquée que la première réponse qu'on trouve c'est attaquons les fonctionnaires. Ça marche toujours. Ils n'attaquent pas les fonctionnaires, ce sont des gens respectables. Nous attaquons un statut et une inégalité. Question de l'un de nos téléspectateurs qui tweet à quand les CDD pour les élus, par exemple. Tant qu'à faire de l'exemplarité, commençons par eux. Mais nous sommes en CDD. Ça, on est en CDD avec les élections. Mais un CDD renouvelable à l'infini. Pas toujours. Quand vous perdez les élections, vous n'êtes pas renouvelé. Et d'ailleurs, les jours de carence, par exemple, un exemple très précis. Les jours de carence, donc 0 jours pour les fonctionnaires, 3 jours dans le privé. Si on met tout le monde sur un pied d'égalité et on met pour tous 3 jours de carence, on économise 5 milliards d'euros. Attendez, alors qu'en ce moment, on est en train d'attaquer les familles avec le congé parental. Il y a une chose que vous ne comprenez pas dans l'opinion. Il Audrey Pulvar pose une bonne question. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Le congé parental, 700 millions, on est en train d'attaquer les familles alors qu'on pourrait faire une économie de 5 milliards d'euros en mettant sur un pied d'égalité tout le monde. Vous restez avec nous. Bon, on ne saura pas quelle bonne question j'allais poser, c'est pas très grave. L'exemplarité. On va poursuivre avec... Ah mais elle n'était pas de moi, elle était d'un tweetos, c'est normal. On va poursuivre juste après la pub et nos invités restent en place. Lorsque vous avez du mal à trouver le sommeil, réagissez. Prenez L72, médicament aux 10 substances actives contre les troubles mineurs du sommeil. Pas avant 2 ans. L72, retrouvez votre sommeil. Des yeux pour voir quoi? Tes tâches, par exemple. Siemens présente iSensoric. Des capteurs intelligents pour un soin du linge haute performance. Siemens, l'extraordinaire se vit au quotidien. Céréales bio présente quinoa, boulgour, tomate. Et oui, le bio aussi peut être surprenant. Surtout avec les recettes originales de galettes céréales bio. Céréales bio, laissez le bio vous surprendre. Hyundai est le seul à garantir tous ses modèles 5 ans, kilométrage illimité. En ce moment, profitez de la TVA offerte sur la Hyundai i30 à partir de 13 291 €. Hyundai. Ils n'ont pas arrêté pendant la pub, ils ont continué à débattre et on va continuer avec eux maintenant. Sophie de Menton, Claude Pasternak, Marie-Pierre de la Gontrie, Géraldine Poirot-Gauvin. Alors, Claude, vous m'attribuiez de façon totalement illégitime, mais de façon commune, une question de l'un de nos téléspectateurs sur Twitter. Son compte, c'est Indra59 qui disait « À quand les CDD pour les sénateurs, les députés, les maires si on doit réformer la France, commençons par les élus ». Donc, vous y êtes pour quelque chose, puisque vous l'avez sélectionné. Donc, il est symptomatique de la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrose sur le fonctionnaire, et le vrai sujet... Et les politiques devraient comprendre ça, c'est d'abord l'exemplarité. Donc on ne peut pas botter en touche sur une question de ce type-là. Elle est fondamentale. Un des problèmes de cette société, et on le voit avec Nicolas Sarkozy,
On ne peut plus admettre dans la société française qu'on fasse carrière et politique. Ces deux mots ne peuvent plus vivre ensemble. Les Français n'en veulent plus. Ils ne veulent plus des gens qui ont commencé à 17 ans et qu'on retrouve à 77 ans. Est-ce que c'est ce qu'on nous propose? Donc, bien évidemment, la question que pose le Twitter reprise par Audrey Pulvar, c'est la question non pas simplement du cumul des mandats, mais le vrai sujet de la limitation du mandat dans le temps. Et je n'ai pas entendu, que ce soit à gauche ou à droite, en tous les cas, une expérience dans la vraie vie. Oui, dans une la vraie vie, d'accord. 10% des députés ont mis les pieds dans une entreprise. Mais donc, il faut d'abord déjà répondre, au lieu de montrer du doigt une catégorie sociale. Non, mais on n'a pas montré du doigt. Commençons déjà à être exemplaires. Là, vous êtes de mauvaise foi. Là. Non, je ne suis pas de mauvaise foi parce que je vous raconte une histoire extrêmement simple et les Français le voient. Le PS, dans l'opposition, c'est très simple, elle est gauchiste et quand elle est au pouvoir, elle fait du capitalisme d'État. La droite, dans l'opposition, elle est d'une extrême violence libérale. Elle va changer le monde et dès qu'elle arrive au pouvoir, elle revient au capitalisme d'État. C'est la 5e République. Alors, s'il vous plaît, on va avancer parce qu'on a un autre thème à traiter. C'est celui de l'audition de Pierre Moscovici ce matin à la commission, au Parlement européen, à Bruxelles, pour son poste de commissaire européen en charge de l'économie. Il a été très chahuté, notamment par Alain Lamassoure, élu UMP français et député européen. Écoutez. Personne de bonne foi ne peut comprendre que le portefeuille auquel vous prétendez soit celui où vous avez échoué dans votre pays en charge du ministère de l'économie et des finances. Cet échec, ce n'est pas l'opposant politique que je suis actuellement qui en juge. C'est le président de la République française qui, il y a 6 mois, a dû changer de gouvernement et vous a retiré vos fonctions précisément parce que la France était incapable d'honorer ses engagements européens. D'où la question. De quelle crédibilité pensez-vous disposer vis-à-vis de votre successeur à Paris qui demande aujourd'hui un nouveau report d'échéance pour respecter les mêmes engagements? J'ai réduit les déficits en France. Quand je suis arrivé au ministère des Finances, le déficit était supérieur à 5%. Il filait vers 5,5%. J'ai présenté 3 lois de finances rectificatives, 2 lois de finances. Et de 5,5%, les déficits sont passés à 4,1% fin 2013. Dernier budget dont j'ai eu la responsabilité. Et si un pays, je l'ai dit, quel qu'il soit, grand ou petit, quel que soit son statut supposé, ne remplit pas les obligations qui sont prévues par les traités, ne prend pas les actions effectives, comme on dit, nécessaires, et à ce moment-là se trouve dans une procédure, et c'est le cas de la France, je poursuivrai cette procédure sans faillir. C'est ma tâche d'Européen et de commissaire européen, c'est celle qui m'attend. Voilà. Pas de conflit d'intérêts donc entre le fait d'être français et de devoir sanctionner la France quand elle sort des clous. C'est une catastrophe. Pierre Moscovici, catastrophe. C'est une catastrophe pour la politique. C'est une vraie catastrophe. Un ministre qui a failli, parce qu'il a failli, Pierre Moscovici, et qui dit le contraire de tout ce qu'il a dit pendant 3 ans, c'est une insulte encore à la politique. Et c'est ça qui tue la politique en France et les hommes de politique. Je donne un exemple. Aux États-Unis, il y a une femme qui vient de démissionner uniquement pour une raison, c'est qu'il y a des gens qui sont entrés dans la Maison-Blanche. Une personne est entrée dans la Maison-Blanche. Elle est responsable et démissionne. Est-ce qu'on est responsable aux États-Unis? On est responsable. Ici, échec sur le chômage, mais échec profond, échec sur les déficits, échec sur la sécurité sociale. Est-ce que vous avez vu une personne présenter sa démission et être digne? Non. On rebondit ailleurs et que voient les Français? Eux, ils connaissent le chômage, ils connaissent des difficultés, puis d'un seul coup, ils voient un type passer là, jamais sanctionné, alors que dans l'entreprise, ils sont sanctionnés. Donc il y a une injustice. Pourquoi dit-il? Parce que non, mais je veux dire qu'il y a quand même une honnêteté intellectuelle qu'on peut partager. Oui. Et là, c'est vraiment le cas. Je pense en plus qu'il n'a pas... Il a menti parce que, je veux dire, il n'a pas respecté les règles européennes quand il était ministre. Donc il y a une espèce de contradiction. Il a fait ce que lui a demandé le président de la République. Voilà. Absolument. Et donc, je trouve en plus que je ne comprends pas, alors là, je ne comprends pas le président de la République qui tend le fouet pour se faire battre, parce qu'il envoie, si je comprends bien, on envoie les mauvais à Bruxelles. C'est un peu aussi ce qu'on a fait avec Harlem Désir. Bon, pas la première fois. Je suis désolée, je ne comprends pas cette attitude. Géraldine Porogoven. Oui, dans une situation très délicate, et je crois qu'on a encore un mauvais choix qui a été fait par François Hollande, dans la personne de Pierre Moscovici, parce qu'il y avait une candidate qui était Elisabeth Guigou,
Voilà, on peut penser, on peut être d'accord ou pas avec elle. Moi, je suis une femme de droite, donc évidemment, on n'est pas d'accord sur tout. Mais je pense qu'elle avait peut-être, pour l'image de la France, elle était moins abîmée et elle n'aurait pas été dans cette situation. En revanche, je suis très contente de voir que l'UMP se combat et est efficace au Parlement, enfin, voilà, au Parlement européen. Ça me fait plaisir. Marie-Pierre de la Gontrie a les bras très musclés. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a l'habitude de sortir les rames pour défendre le gouvernement et défendre une décision comme celle de présenter Pierre Moscovici au poste de commissaire je trouve européen. que tout ce que j'ai entendu, je trouve ça caricatural, y compris dans les termes. Parce que j'entends Sophie de Menton dire il a menti, etc. J'entends ce que dit Claude Pasternak. Bon, je suis très contente que vous ayez passé les deux extraits, c'est-à-dire Alain Lamassoure qui fait son job d'opposant, c'est quelqu'un de très respectable et très compétent. Oui, tout à fait. Ils ne le sont pas tous, donc au moins rendons-lui cet hommage. Très bien, l'ensemble de son groupe avait décidé d'être extrêmement hostile à Pierre Moscovici. Il en a été le porte-drapeau, c'est très bien. Pierre Moscovici a répondu ce qu'il devait répondre, c'est-à-dire qu'effectivement, là aussi, personne n'a de mémoire. Mais on sait quelle était l'ampleur du déficit lorsqu'on est arrivé. On sait qu'effectivement, il a été réduit en partie et qu'il ne l'est pas encore suffisamment. Mais si vous voulez qu'on parle, des 1000 milliards de dettes qui ont été, qui sont apparus et qui sont maintenant au fait qu'on soit à 1800 milliards de dettes. On est même à 2000. 2 millions, 1800 milliards de dettes. Lorsque François Hollande est arrivé après les élections présidentielles, je veux dire que personne n'est capable de donner des leçons. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que Pierre Moscovici, j'entends Claude Pasternak, qui à chaque fois que je le croise est de plus en plus radical, donc je pense qu'il va finir par faire la révolution, mais ça ne me déplaît pas toujours, mais quand même, grande compétence. Moi, j'ai compris que cette audition s'était passée, avait été considérée comme une des plus sérieuses du train d'audition qui s'était passé. Le fait que, parce qu'il est français, conflit d'intérêts, etc., Audrey Pulvar, on ne peut pas dire ça à partir du moment. Non, où, je ne le dis pas. on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. À partir du moment où tous ont une nationalité et que le principe des désignations est comme ça, on peut donc suspecter tout le monde. Mais ce que je crains, je vais vous dire, je crains que certains Français, éventuellement, faire la leçon, il change de job, il devient commissaire européen. Je suggère que les socialistes français qui pensent que Pierre Moscovici va être à Bruxelles pour défendre stricto sensu la politique actuelle ou future des socialistes français, fassent une croix sur cette hypothèse rapidement. Comme c'est pas lui qui est ministre, effectivement. Commissaire européen. Totalement. Oui. Et je pense qu'il va. C'est facile. Ce rôle. Est-ce que ce ne sera pas l'inverse? C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il est français. Il va donner des consignes qu'il n'a pas été capable de respecter. Il va exactement donner les consignes qu'il n'a pas été capable de respecter. Je ne supporte pas les procès d'intention. Oh bon. Alors avec Sarkozy, je peux le juger ça. Allô la Terre. Est-ce qu'il ne sera pas, Marie-Pierre de la Gontrie, au contraire, finalement plus sévère à l'égard de la France qu'il ne le sera à l'égard d'autres? C'est possible. Donc il c'est pas un procès d'intention, ça. C'est un vœu pieux alors. Oui, c'est un vœu pieux, je pense. Le contraire vous êtes très optimiste. Non, mais parce qu'à l'inverse de vous, je n'affirme pas des choses. Non, mais j'affirme pas des choses. Si vous dites qu'on ne peut pas vous donner de leçons quand on arrive avec 1800 milliards de dettes au pouvoir. Mais sauf que la leçon, on y a eu droit pendant toute la campagne présidentielle. En disant il a menti, etc. Mais oui, on a eu droit pendant toute la campagne présidentielle. On a eu François Hollande qui a combattu Nicolas Sarkozy en nous déclarant qu'il allait tout changer. Et ce que l'on constate, c'est que les mauvaises décisions, elles sont prises. Oui, bah oui. Eh bien, aujourd'hui, il avait guillemets menti. Je réponds. Eh bien, écoutez, quand il a été au gouvernement, pour le moment, il n'a pas fait preuve. Le contexte. Il n'a pas fait preuve d'efficacité. La dette française a doublé entre 2002 et 2012. Rien à voir avec François Hollande. Donc, avec une crise gigantesque. Avec une crise gigantesque. Non, alors attendez, là, il faut être clair aussi. Mais au passage, quand même. La crise à Bondo, il y a eu un très bon papier dans Le Point qui fait que la France a dépensé dans 20 secondes, on arrête. 500 milliards. Donc, la crise à Bondo, le sujet, il n'est pas là. Premier sujet, c'est que Pierre Moscovici s'est engagé à un moment donné, au nom de la France, de respecter les 3% de déficit. Ils n'ont pas été faits. On est largement au-dessus de 4. On sait que ça ne sera pas fait. On est largement au-dessus de 4. Quelle est la responsabilité en politique? C'est-à-dire, à un moment donné, quand est-ce qu'on accepte d'être sanctionné parce qu'on n'a pas le résultat qu'on a? Dans les entreprises, les gens sont sanctionnés. Merci à tous les quatre. Inspiré de l'entreprise. Notre temps imparti est terminé, mais quelque chose me dit que nous reparlerons de ces thèmes dans les semaines à venir. Merci à vous. L'info continue sur iTélé.